Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice de type BAC et je vous invite à vraiment se concentrer parce qu'à travers cet exercice, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a tellement de notions à l'intérieur de cet exercice, mais l'exercice est assez abordable. D'accord? C'est un BAC qui va vous permettre de réviser en même temps toutes vos notions sur, beaucoup de notions sur l'arithmétique. Donc, nous avons jusqu'à 4 questions. Et donc, dans chaque question, je vais vous montrer un peu les différentes méthodes pour répondre à des questions. Donc, dans tout cet exercice, on nous dit que le n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, c'est très important, cette précision-là. Ça nous permet de savoir le n que nous manipulons, d'accord, quelle est sa position par rapport aux autres. Dans la toute première question, on nous dit de démontrer que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. On nous dit de montrer que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Donc la question qu'il faut se poser, d'accord, quand dit-on que deux entiers sont premiers entre eux? Il ne faut pas confondre des entiers premiers entre eux et des nombres premiers. Ce n'est pas la même chose. Donc je rappelle simplement que deux nombres a et b, deux entiers a et b sont premiers entre eux si, deux points, le PGCD de A et B donne exactement 1. Donc, démontrer que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux revient à calculer, par exemple, le PGCD et à prouver, d'accord, qu'il vaut 1. Mais nous avons également un autre théorème qui nous dit que PGCD de deux nombres, ça s'appelle le théorème de Bézout, de deux nombres A et B, est égal à 1 si et seulement si il existe U et V des entiers, d'accord, tels que, deux points, A multiplié par U plus B multiplié par V égale à 1. Il faut très bien comprendre ce théorème-là parce qu'il dit simplement que si vous arrivez à trouver une combinaison linéaire de A et B et que cette combinaison linéaire est égale à 1, alors vous pouvez conclure que A et B sont premiers entre eux. Un exemple de combinaison linéaire de deux nombres A et B, par exemple, c'est 2A plus 7B. Ça, c'est une combinaison linéaire. D'accord? Donc, on vous dit simplement que si vous parvenez à trouver une combinaison, il y en a d'autres. Vous pouvez prendre 5A moins 17B par exemple. C'est également une combinaison linéaire de A et B. Donc on vous dit que en cherchant les combinaisons linéaires, si vous tombez sur une combinaison linéaire, d'accord, qui vous donne et dont le résultat donne 1, d'accord, parce que vous connaissez A, vous connaissez B, cette combinaison linéaire-là, c'est un nombre, ça a une valeur. Cette combinaison linéaire également, c'est un nombre. Donc, on vous dit que si vous parvenez à trouver une combinaison linéaire de A et B et que le résultat est 1, vous allez conclure que A et B sont premiers entre eux. En d'autres termes, le PGCD de A et B est égal à 1. Ça, c'est la toute première méthode. L'autre méthode, comme je le disais, il s'agit en fait de calculer juste le PGCD directement et de constater que le PGCD est égal à 1. Une méthode pour calculer par exemple le PGCD de deux nombres, si vous avez le PGCD de deux nombres A et B, vous pouvez dire simplement que ça fait le PGCD du plus petit entre les deux, je suppose que c'est B par exemple, d'accord, avec la différence des deux, c'est-à-dire A moins le B. Donc, c'est un résultat très concret et très beau qui nous permet, par exemple, de calculer le PGCD, par exemple, de deux nombres. Donc, ici, déjà, dans cette première question, je vous enseigne déjà deux choses. Je vous montre deux méthodes pour calculer, par exemple, le PGCD.
La première méthode, c'est la méthode du théorème de Bézout. Ça, c'est le théorème de Bézout, qui consiste à chercher une combinaison linéaire entre A et B. Et l'autre méthode, pour calculer le PGCD de deux nombres, vous pouvez simplement garder, par exemple, le plus petit ou bien le nombre le plus simple, d'accord? Et puis, vous faites la différence de A avec le B. Donc, si on essaye, par exemple, ça pour la question numéro 1, d'accord? On nous demande de montrer que N, d'accord? Et N et 2N plus 1 sont premiers entre eux. Donc, première question, d'accord? Pour répondre à la question, nous allons écrire « Calculons PGCD de N avec 2N plus 1. » On va commencer par dire que PGCD de N avec 2N plus 1, nous allons dire que c'est égal au PGCD, d'accord, de N avec, maintenant, nous allons faire 2N plus 1 moins N. Donc, ça fait 2N plus 1 moins N. D'accord? Donc, on continue. Ça, c'est égal à quoi? On va essayer de réduire. Ça nous donne PGCD de N. Donc, on calcule 2N plus 1 moins N. En réalité, ça fait N plus 1. D'accord? On reprend encore la méthode. D'accord? En disant que c'est égal à PGCD. D'accord? De N encore. Avec N plus 1 moins N. D'accord? Donc, ça, c'est notre B moins le A. D'accord? C'est ici. Donc, nous appliquons directement la méthode. Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à PGCD de N avec 1. D'accord? Et nous savons que le PGCD de 1 avec n'importe quoi, c'est égal à 1. D'accord? Car 1 est un diviseur de N, tout simplement. Donc, on vient de démontrer que le PGCD de N et de 2N plus 1 est égal à 1. Par conséquent, nous allons conclure que conclusion, N et 2N plus 1 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Le plus important ici, c'est la méthode, d'accord? La méthode qui consiste à calculer, par exemple, le PGCD. Donc, on rappelle la méthode. Pour calculer le PGCD de deux nombres A et B, vous pouvez dire que c'est encore égal au PGCD de B avec A moins B. C'est la même chose, d'accord? À connaître par cœur. C'est la première méthode. Deuxième méthode. Pour la même question, hein? Deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, n'oubliez pas la question. On veut montrer que N et 2N plus 1 sont premiers entre eux. Donc, nous allons maintenant utiliser le théorème de Bézout. Sont premiers entre eux. Donc, nous allons chercher une combinaison linéaire de N, donc du premier nombre, c'est ça, et du second. On va voir si nous pouvons trouver une combinaison linéaire qui va nous donner quoi? 1. Donc, commençons par écrire les deux nombres. Nous avons N ici, d'accord, plus, et puis ici nous avons 2N plus 1. Notre objectif, c'est de voir si nous pouvons trouver une combinaison linéaire, c'est-à-dire, est-ce que nous pouvons trouver des constantes, d'accord, entières, bien entendu, de sorte qu'en multipliant ceci par la constante en question que je vais appeler U, et en multipliant ceci que je vais appeler V, tout ceci donne par exemple 1. Donc, pour avoir 1, nous avons déjà 1 ici que nous sommes en train de guetter. D'accord? Donc, si on peut annuler ceci, c'est fini. Donc, pour annuler ceci, il suffit de multiplier ceci par moins 2. Parce que nous avons déjà ici 2N. Si on multiplie tout ceci par moins 2, ça fait moins 2N. Ajouté à ça, ça s'annule. Et puis, le résultat final nous donne exactement 1. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc, allons-y. Nous allons dire ici que nous allons multiplier ceci par moins 2. Et en réalité, ceci, on l'a simplement multiplié par 1. Donc, le U et V dans le résultat, dans le théorème de Bézout, le U, c'est égal à moins 2.
et le V, c'est égal à 1. Donc, on a trouvé une combinaison linéaire, d'accord, de N et de 2N plus 1, d'accord, qui nous donne 1. Ainsi, nous allons appeler Bézout d'après le théorème de Bézout. Théorème de Bézout, on conclut que N et 2N plus 1 sont premiers entre eux. Donc, en tant qu'apprenant, je suis d'accord que tout le monde a envie de penser que... Bon, tout le monde voit clairement que Bézout est beaucoup plus facile. Mais j'avoue que pour moi, la méthode qui est facile dans cette question-là, c'est la première méthode. Parce qu'on ne réfléchit pas en réalité, d'accord, dans la manière de calculer. Mais ici, ça peut arriver, la recherche de ces constantes-là va être compliquée. C'est vrai que dans cette condition-là, d'accord, la recherche de la constante est très facile, on trouve les constantes facilement, mais ce n'est pas toujours aisé, il y a des situations où ça peut être difficile. Donc, c'est toujours bien de connaître les deux méthodes et puis les utiliser au cas où vous avez, comment appelle-t-on, une situation donnée. Nous passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, maintenant, on nous donne A qui nous donne N plus 3. Le B, c'est 2N plus 1. Et puis D qui est ici, d'accord, c'est le PGCD de grand A et de grand B. Première question, on nous dit de calculer 2A moins B. Ça, c'est juste un calcul. Nous allons le faire. Donc, 2A, calculons 2A moins B. Donc, 2A moins B, c'est juste un calcul. On remplace simplement les choses. Ça fait 2. Donc, le A ici, c'est N plus 3, donc j'utilise bien les parenthèses, moins le B. Le B, c'est 2N plus 1. Maintenant, j'ai fait un petit développement. Ça donne 2N plus 6 moins 2N moins 1. Donc, les 2N partent naturellement. Et puis, il nous reste 6 moins 1 qui vaut 5 exactement. Donc, nous allons dire que 2A moins B, c'est exactement 5. Maintenant, on nous dit de déduire les valeurs possibles de D. D, c'est quoi? C'est le PGCD. D, c'est le PGCD de grand A et de grand B. Mais nous avons calculé ceci. Donc, il y a un théorème qui n'est rien d'autre qu'une généralisation du théorème de Bézout qui dit simplement que si vous avez AU plus BV qui vous donne un entier M, vous pouvez conclure que M est un multiple du PGCD de A et B. C'est un théorème très beau qui est juste un cas beaucoup plus général du théorème de Bézout. Bézout dit que si vous avez 1 ici, vous pouvez conclure que le PGCD est automatiquement 1. Pourquoi? Parce que si vous avez 1 ici, ça voudrait dire que 1 est un multiple du PGCD. D'accord? Or, si vous êtes un multiple, si 1 est un multiple du PGCD, d'accord, 1 est multiple seulement de deux nombres, on le sait. Soit 1 est multiple de moins 1, soit 1 est multiple de 1. Mais celui-là, il est positif. Donc, s'il est multiple de ça, ça veut dire que ce nombre-là est forcément 1. Voilà pourquoi le théorème de Bézout, d'accord, peut être vu comme un cas particulier de ce théorème-là. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons effectivement une combinaison linéaire ici qui nous donne 5. Donc dans ce résultat-là, le petit m est égal à 5. Donc nous allons conclure que 5 est un multiple du PGCD de A et de B. Ok, voilà. Donc comme 2A moins grand B est égal à 5, alors 5 est un multiple de quoi? De PGCD, de grand A et de grand B. C'est-à-dire que 5 est un multiple de D en fait. D'accord? D, c'est le PGCD. D, il est positif. Donc, si 5 est multiple du PGCD, ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire qu'en réalité, que D divise 5.
Dire que 5 est un multiple de D, ça veut dire que D est un diviseur, d'accord, de 5. Or, si vous êtes diviseur de 5 et que vous êtes positif, vous appartenez à quel ensemble? Parce que 5 admet exactement 2 diviseurs positifs. N'oubliez pas que 5 est un nombre premier. Donc, il admet exactement 2 diviseurs positifs, 1 et lui-même. Donc, ça veut dire que l'ensemble des valeurs possibles de D, c'est 1, d'accord, et 5. Voilà l'ensemble des valeurs possibles, d'accord, de D. Donc, c'est pourquoi on demande ici de déduire les valeurs possibles de D. Nous allons conclure ici que les valeurs possibles de D sont, d'accord, 1 et 5. Voilà les valeurs possibles. Donc ici, nous avons, qu'est-ce que nous devons garder? Nous devons garder ce résultat-là, qui est une généralisation. Vous voyez, dans la première question, nous avons vu le théorème de Bézout. Dans la deuxième question, nous avons vu une généralisation du théorème de Bézout qui dit que si la combinaison linéaire n'est pas 1, mais s'il donne un autre nombre, vous devez conclure que ce nombre-là en question est un multiple du PJCD de A et de B. Donc, c'est un résultat très, très important, d'accord, à connaître par cœur. Parfait. On continue. Donc, il ne faut pas oublier l'ensemble des valeurs possibles de D, d'accord, c'est exactement 1, d'accord, et 5. Voilà. Toujours dans la deuxième question, le petit b, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit de démontrer que A et B sont multiples de 5 si et seulement si n-2 est un multiple de 5. D'accord? Pour cette question, il ne faut pas paniquer, il suffit juste de voir ce qui se passe. Quand on vous demande de démontrer que une proposition est vraie si et seulement si une autre est vraie, on appelle ça démontrer l'équivalence. Lorsque vous voulez démontrer l'équivalence en mathématiques, c'est-à-dire P si et seulement si Q, on démontre que P implique Q et que Q aussi implique P. Donc nous allons d'abord commencer par supposer. Donc la première étape, donc on peut dire première implication également. Première implication. Pour démontrer l'équivalence, d'accord, de façon générale, on démontre 2 implications. Mais si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez démontrer l'équivalence directement, d'accord, mais ce n'est pas vraiment évident dans certaines situations. Donc, la première implication, c'est de montrer que si A et B sont multiples de 5, établir que n-2 est aussi un multiple de 5. D'accord? Nous allons commencer par supposer. Donc, supposons que grand A et grand B sont des multiples de 5. Sont des multiples de 5. Notre objectif, c'est de montrer que n-2, d'accord, est également un multiple de 5. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un multiple, si A et B sont des multiples de 5, alors toute combinaison linéaire, d'accord? Toute combinaison linéaire de A et B, d'accord, est multiple également de 5. Est multiple de 5. Mais qu'est-ce que vous connaissez sur? Qu'est-ce que vous avez sur le A? Le A, ici, d'accord, c'est égal à n plus 3. Le B, c'est égal à 2n plus 1. Donc, puisque nous savons que A et B sont déjà multiples, d'accord, de 5, et que toute combinaison linéaire de A et de B est encore un multiple de 5, ça voudra dire quoi? Vous avez maintenant le choix de faire maintenant votre combinaison linéaire de sorte à obtenir n-2. D'accord? Comment je combine A et B, d'accord, pour obtenir n-2? Donc, la raison, elle est très simple ici. Il suffit de faire B moins A. D'accord? Donc, toute combinaison linéaire est un multiple de 5 en particulier. Donc, en particulier, B moins A est un multiple
est un multiple de 5. D'accord, j'ai rappelé ceci pour vous parce que dans un autre exercice, ça peut ne pas être B mais A, ça peut être d'autres combinaisons. Donc, ceci vous permet de dire que vous avez beaucoup de possibilités en fait. Vous pouvez faire n'importe quelle combinaison linéaire. Voilà la force de ce théorème-là. D'accord? Mais dans ce cas, pour pouvoir résoudre la question, c'est-à-dire pour tomber sur les n-2 qui doivent être multiples de 5, il faut faire exactement B moins A. D'accord? Donc, or, B moins A, c'est égal à n moins 2. Ainsi, n moins 2 est un multiple de 5. C'est un multiple de 5. Donc, on vient de prouver que quoi? On vient de montrer que si, d'accord, A et B sont multiples de 5, alors n-2 est également multiple de 5. Donc ça, on appelle ça la première implication. Deuxième implication, parce que nous devons prouver deux implications ici. Deuxième implication. Donc nous allons montrer le sens et la réciproque de ce que nous venons de faire. Donc nous allons supposer maintenant que supposons que n-2 est un multiple de 5. Qu'est-ce qui se passe? Notre objectif, n'oubliez pas, d'accord, la réciproque ici, c'est de prouver que si n-2 est un multiple de 5, alors grand A et grand B sont des multiples de 5. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons essayer de voir, d'accord, A. A, c'est quoi? A, ce qui est donné, c'est n plus 3. Mais dans n plus 3, nous savons déjà que n-2, d'accord, est un multiple de 5. Donc, nous allons écrire, d'accord, ceci en fonction de n-2. Donc, ça, c'est quoi? Ça fait, disons, n. D'accord, je peux faire d'abord ceci. Je peux juste écrire encore le n. Donc, puisque j'ai besoin, on a n-2, d'accord, on va écrire ceci en fonction de n-2. Donc, nous allons simplement retrancher 2 et nous allons rajouter les 2. D'accord? Donc, n'oubliez pas les plus 3 de départ. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté et on a retranché le même nombre. Donc, on n'a rien fait. C'est toujours le n plus 3 que nous sommes en train de trimballer. Mais nous avons utilisé 2 à cause du fait que n-2 est déjà un multiple, d'accord, de 5. Donc, nous allons essayer maintenant de le mettre de côté. Donc, ici, nous avons maintenant n-2. D'accord? Plus maintenant. D'accord? Maintenant, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que n-2 est déjà un multiple de 5. 5 lui-même est un multiple de 5. Par conséquent, la somme des deux est un multiple de 5. Et donc, grand A est alors un multiple de 5. Donc, on va dire, or, n-2 et 5 sont des multiples de 5. Sont des multiples de 5. Par conséquent, vous voyez, n-2 plus 5 est un multiple de 5. Est un multiple de 5. C'est-à-dire que grand A est vraiment un multiple de 5. Voilà. C'est un multiple de 5. Nous allons faire la même chose pour B. Vous voyez qu'en réalité, vous apprenez beaucoup à partir de ce truc-là. Donc, toujours sous l'hypothèse que n-2 est un multiple, d'accord, de 5. Donc, ici, nous allons transformer, ça fait 2 facteur de... Donc, à la place de n, nous allons mettre n-2 parce que nous, on veut n-2 plus 2. On fait la même chose, d'accord? Donc, on n'a pas modifié le n qui est ici. On l'a juste remplacé par n-2 plus 2, d'accord? Après, on développe en privilégiant n-2, comme ça, plus maintenant 4, parce que si vous faites 2 fois ça, vous obtenez ça. Maintenant, 2 fois 2, ça vous donne 4. Maintenant, il faut ajouter le dernier, qui n'est rien d'autre que 1. Maintenant, ceci, c'est égal à quoi? C'est 2 facteur de n
moins 2 plus 5. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez déjà or n moins 2 et 5 sont des multiples, d'accord, de 5. Donc, toute combinaison linéaire de ces deux nombres-là est encore un multiple de 5. Donc, 2 fois ça, 2 fois tout ça, plus 5, d'accord, continue d'être un multiple de 5. Ainsi, 2 multiplié par n moins 2, toute combinaison linéaire, peu importe la combinaison linéaire, d'accord, est encore un multiple de 5, d'accord? D'où B est un multiple de 5. Voilà. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons conclure maintenant? Ça veut dire que si n moins 2 est un multiple, d'accord, de 5, alors A et B, d'accord, le sont également. Vous comprenez? Donc, il faut conclure sur la conclusion. La conclusion, c'est que de faire une copie de la question posée. Donc, A et B sont multiples de 5 si et seulement si n-2 est un multiple de 5. Voilà. Maintenant, on continue. La question qui suit, c'est exactement quoi? Donc, on nous demande ici, ça va être la question C. D'accord? Dans la question C, on nous donne deux nombres que vous voyez clairement. Ça fait n au cube plus 2n carré moins 3n. Et puis, on nous donne P égale à 2n carré moins n moins 1. On nous dit de démontrer que P et S sont divisibles par n moins 1. D'accord? Rigoureusement, cette divisibilité, si on était dans R, ça serait facile pour justifier qu'un polynôme, par exemple, est divisible par ins moins a, par exemple. Si vous avez un polynôme P de ins, pour montrer qu'il est divisible par ins moins a, il suffit de montrer que P de a est égal à 0. C'est tout, normalement. D'accord? Mais on ne sait pas si les coefficients vont être à valeur parce que nous travaillons avec l'arithmétique, il faut travailler avec les entiers. Donc, on n'est pas sûr que les coefficients vont être forcément dans Z. C'est pour cela que nous allons factoriser. D'accord? Puisqu'on veut montrer que S et P sont divisibles par n-1, nous allons factoriser S et nous allons factoriser P. S, c'est quoi? S, c'est égal à n au cube plus 2n au carré. D'accord? Moins 3n. Donc, vous avez deux méthodes. Vous pouvez utiliser la division euclidienne directement pour factoriser. Ou bien, vous allez factoriser. Par exemple, ici, on voit clairement que n est déjà un facteur commun. Donc, ça vous donne n facteur de n carré plus 2n moins 3, par exemple. Donc, on peut continuer la factorisation en factorisant maintenant ceci. Or, vous savez que pour les polynômes de degré 2, vous pouvez factoriser en utilisant, par exemple, la méthode du discriminant. D'accord? Parce que si vous connaissez les racines, par exemple, de ce machin, vous pouvez facilement factoriser ce polynôme-là. Donc, qu'est-ce que je dis exactement? Je dis simplement que si je prends n au carré plus 2n moins 3, je peux simplement dire que je prends le discriminant. Ça me donne b au carré moins 4ac. Et donc, ça, le b, c'est égal à 2. D'accord? Donc, son carré, ça fait 4. Moins 4 fois A. A ici, c'est égal à 1. Et le C, c'est égal à moins 3. Donc, fois 1 fois moins 3. Donc, je calcule le discriminant. Ça nous donne exactement 16. Et donc, nous avons 2, c'est positif. Nous avons 2 racines. N1, la première racine, c'est N1. Ça fait moins 2 moins la racine carrée du discriminant sur 2A. Et le N2, c'est moins B,
plus la racine du discriminant, parce que 16, la racine de 16, c'est 4 sur 2a. Donc, je calcule, j'obtiens ici moins 3, ça c'est le N1, et puis le N2, j'obtiens exactement 1. Par conséquent, le N carré plus 2N moins 3 n'est rien d'autre que N moins N1 fois N moins N2. Ça, c'est la formule. Et donc, ici, j'écris, si je fais N moins N1, ça me fait N plus 3. N moins N2, ça me fait N moins 1. D'où, qu'est-ce que j'ai? Nous obtenons que S est égal à N facteur de N plus 3 facteur de N moins 1. Voilà. Donc, à partir de ça, on conclut que, donc, puisque nous avons trouvé un entier, d'accord, tel que S soit égal à cet entier fois N moins 1, ça veut dire que S est divisible. Donc, S est divisible par N moins 1. On fait la même chose pour P. P, c'est quoi? P, c'est un polynôme de degré 2. Ça va être le plus simple. Ça va être 2n carré moins n moins 1. 2n carré moins n moins 1. Maintenant, je peux utiliser une autre méthode, puisque vous savez que vous avez au moins une méthode qui consiste à calculer le discriminant. Je peux utiliser maintenant la division euclidienne pour les amoureux de ça. Sinon, vous pouvez continuer avec la méthode du discriminant. Ce n'est pas compliqué. Donc, je fais la division euclidienne avec n moins 1 pour voir si le reste va être 0. C'est tout. Donc, si je divise tout ça, 2n carré par n, c'est exactement 2n. Donc, je fais la multiplication, d'accord? Et donc, on obtient moins 2n carré. 2n fois moins 1, ça fait moins 2n. Ça va faire plus 2n. Donc, ça nous fait n moins 1. D'accord? Si je fais n divisé par n encore, j'obtiens plus 1. D'accord? Et puis, j'obtiens moins n. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Puis, ça fait plus 1. Vous voyez, c'est 0. Donc, ainsi, nous avons 2n carré moins n moins 1 qui n'est rien d'autre que n moins 1 fois 2n plus 1. Bravo. Donc, en réalité, P est égal à n moins 1 multiplié par 2n plus 1. D'où P est divisible. D'où P est divisible par n moins 1. Bravo. Donc, c'est exactement la fin de la partie 2. D'accord? Nous n'avons plus d'autres questions. D'accord? Et donc, on va passer à la partie 3, la question 3. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un exercice très riche qui vous permet de découvrir beaucoup de choses. D'accord? Donc, ça, c'est la partie 3. Donc, ici, on nous donne maintenant petit delta égale au PGCD de n facteur de n plus 3 et de 2n plus 1. D'accord? Il ne faut pas oublier, il faut bien comprendre ce qui se passe. En réalité, nous sommes en train de trimballer S, une partie de S, d'accord, et une partie de P. D'accord? C'est juste pour vous, c'est juste un commentaire. D'accord? Donc ici, premièrement, on pose petit delta égale au PGCD de n facteur de n plus 3 et 2n. Maintenant, la question 3. 3a, on nous dit de démontrer que, démontrons que D divise petit delta. Mais rappelons D correctement. D, c'est quoi? D, c'est ce que nous avons vu au tout début. C'est le PGCD, d'accord? Donc, je vais juste le voir rapidement, si vous voulez. Donc, je peux le rappeler ici. Donc, notre D, c'est quoi? Je prends rapidement ceci. Voilà, je montre D rapidement. D, c'est le PGCD de grand A et de grand B. D'accord? Grand A, c'est n plus 3 et grand B, c'est 2n plus 1. Vous voyez? Donc, nous allons utiliser quoi comme... Donc, D, c'est le PGCD de n plus 3 et de 2n plus 1. Voilà. Donc, on veut montrer que D divise, d'accord, petit delta. Généralement, pour démontrer que D divise le PGCD, ce n'est pas difficile. Il suffit de montrer que D divise
d'accord, chacun des nombres. Donc, si on arrive à montrer que D divise ceci et que D divise ça, ça veut dire qu'il divise le PGCD. Pour montrer que D divise, puisque petit delta c'est un PGCD, pour montrer que D divise tout ça, il suffit de montrer que D divise chacun des deux nombres. Mais c'est vrai parce que D divise naturellement, puisque D est lui-même le PGCD de n plus 3 et de 2n plus 1, il divise naturellement n plus 3 et 2n plus 1. Donc nous allons dire, comme D est égal au PGCD de ça, alors D, d'accord, D divise n plus 3, d'accord, et 2n plus 1. Donc, D divise n, d'accord, regardons très bien la configuration, puisque D divise n plus 3, d'accord, ça veut dire que D divise également le produit avec un autre nombre. Regardez très bien, hein, parce que D divise déjà le n plus 3, donc il divise nécessairement le produit, d'accord. Donc, ça divise toute combinaison linéaire. Donc, ainsi, on a quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons que D est un diviseur de n facteur de n plus 3. En plus de ça, D est un diviseur de 2n plus 1. Par conséquent, D est un diviseur. D divise le PGCD, d'accord, de n facteur de n plus 3 et de 2n plus 1. Voilà le théorème qu'on vient d'appliquer également. Si A, donc je rappelle ça ici, rappelle, si un nombre A, d'accord, divise B et C, alors le A divise le PGCD de B et de C. Voilà le théorème que nous avons utilisé. Ok, donc on continue. On vient de faire la toute première question. On nous dit de montrer que petit delta et n sont premiers entre eux. Petit delta et n sont premiers entre eux. Donc nous allons rappeler encore une fois. Et ça c'est la question B maintenant. B, petit delta c'est quoi? C'est le PGCD de n facteur de n plus 3 et de 2n plus 1. Donc on veut montrer que n et petit delta, d'accord, sont premiers entre eux. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Donc, on veut montrer que n et petit delta sont premiers entre eux. Voilà. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste calculer le PGCD, d'accord? Comme vous le savez très bien, calculons le PGCD. C'est comme dans la première question, d'accord? Pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, vous pouvez calculer le PGCD. Vous pouvez regarder si vous pouvez utiliser la relation de comment on appelle ça, de notre cher ami Bézout, d'accord? Mais ce n'est pas tout le temps que ça marche, donc, mais vous pouvez regarder le PGCD pour voir ce qui se passe. C'est quoi le PGCD de n et de petit delta? D'accord? Il faut bien écrire les choses. PGCD de ça, ça fait n avec petit delta. Petit delta, lui-même, c'est quoi? C'est un PGCD. Ce qui donne PGCD de n facteur de n plus 3 avec 2n plus 1. D'accord? Ok. Mais si vous avez le PGCD, d'accord, de trois nombres, donc je rappelle, PGCD de x, y et puis z, c'est égal en réalité le PGCD. Vous pouvez prendre deux nombres en disant que ça vous fait le PGCD de x et de y avec z. D'accord? De la même manière, puisque nous avons PGCD de n et de tout ça, on va dire que c'est égal au PGCD de n facteur de n plus 3 et de 2n plus 1. D'accord? Donc, parce qu'il y a trois nombres ici, ça fait le premier nombre, c'est ça. Le deuxième nombre, c'est n facteur de n plus 3. Le troisième nombre, c'est 2n plus 1. Donc, nous allons dire que PGCD de n et de petit delta, c'est exactement PGCD de n, virgule, n facteur de n plus 3, virgule, et puis 2n plus 1. Donc, ici, par exemple, nous allons simplement dire que
Ça nous donne exactement le PGCD. Nous allons utiliser la technique en disant que ça fait n facteur de n plus 3, virgule. Cette fois-ci, on va prendre le PGCD maintenant de n et de 2n plus 1. Vous voyez la technique? Donc, pourquoi? Parce que on le fait parce que on sait déjà que le PGCD de n et de 2n plus 1 est égal à 1. Donc, nous allons remplacer en disant que nous avons PGCD de n facteur de n plus 3 avec 1. D'accord? Parce que dans la première, dans le 2 de A, ou dans la première question, nous avons déjà montré que ceci est égal à 1. La toute première question. D'accord? Je peux le montrer rapidement. Voilà. Dans la toute première question, vous voyez, nous avons déjà montré que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Donc, le PGCD est déjà égal à 1. D'accord? Parfait. Donc, nous continuons en disant que ceci, comme c'est PGCD de tout ça avec 1, c'est toujours 1. D'accord? D'où n et petit delta sont premiers entre eux. Vous voyez, vous avez une troisième technique pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux. Voilà pourquoi je vous disais que c'est un très bon exercice qui vous permet d'appliquer beaucoup le cours. Sont premiers entre eux. Ok, on continue. Dans la question C maintenant, on nous dit de montrer que... On dit de déduire des questions 3A et 3B que, d'accord, montrons que... Donc c'est une déduction. D'accord, déduction. Donc on dit de déduire que petit delta en réalité c'est égal à D. Mais c'est trop technique. Par exemple, prenons le 3A. Comme ils ont dit de déduire à partir de 3A. Donc de 3A, qu'est-ce que nous savons? D'accord? On a que D divise petit delta. Puisque D et petit delta sont des entiers naturels, ça voudra dire que si D divise tout ça, ça voudra dire que D est forcément inférieur ou égal à petit delta. Puisqu'il a un diviseur, d'accord, quand vous avez les entiers naturels, un diviseur ne peut jamais dépasser le nombre en question, d'accord. Comme D divise petit delta, ça veut dire que D, d'accord, est inférieur ou égal à petit delta. Donc, si en retour, on prouve par exemple que petit delta aussi est inférieur ou égal à D, ça voudra dire qu'il y a égalité entre les deux. Mais comment nous allons exploiter maintenant le 3D, d'accord? Nous savons que, pour le 3B, nous savons que N et petit delta sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. D'accord? Ça, c'est ce que nous savons. Mais c'est quoi petit delta? Petit delta, en réalité, c'est le PGCD de N facteur de N plus 3 avec quoi? Si nous nous rappelons bien, avec 2N plus 1. Ah, mais ça veut dire qu'en réalité, petit delta divise en réalité quoi? Divise n facteur de n plus 3 parce qu'il est un diviseur par excellence. D'accord? Puisque c'est un diviseur, il divise en quelque sorte un produit. Un produit. Mais le théorème de Gauss nous dit simplement que si nous avons, rappel, hein, le théorème de Gauss nous dit que si nous avons un nombre A qui divise un produit, BC par exemple, donc B fois C, et que A et B sont premiers entre eux, et que A et B sont premiers entre eux, alors nécessairement A divise C. C'est ce que nous allons utiliser maintenant. Ça s'appelle théorème de Gauss. Donc, puisque petit delta divise n facteur de n plus 3 et que petit delta, d'accord, et n sont premiers entre eux, c'est ce qu'on vient de faire dans le 3B, sont premiers entre eux, alors nous allons conclure que petit delta divise forcément le n plus 3. D'accord? Donc, puisqu'il divise n plus 3, il divise encore 2n plus 1, d'accord, puisque c'est leur PGCD, d'accord? Or, petit delta divise 2n plus 1. Ainsi, petit delta divise le PGCD. Divise PGCD de n plus 3, d'accord? Et 2n plus 1. Nous avons dit que si un nombre divise
comment appelle-t-on, B et C, ils divisent forcément le PGCD. Donc, or, ça, c'est petit d. Donc, c'est-à-dire que petit delta divise petit d. Mais si vous divisez, comme petit delta est également un diviseur de petit d, alors petit delta est inférieur ou égal à d. Donc, on a d qui est inférieur ou égal à petit delta et petit delta également qui est inférieur ou égal à d, nécessairement. Petit delta est égal à petit d. C'est trop magnifique en fait. D'accord? Donc, ça permet de vraiment faire, de vraiment, comment on appelle, parcourir beaucoup de propriétés. D'accord? Et ça vous permet de comprendre le cours sur l'arithmétique. Ok, suivant. La question qui suit, d'accord? On nous dit maintenant d'écrire. Voilà, c'est trop magnifique. Hein? C'est vraiment magnifique. On nous dit maintenant d'écrire le PGCD de S et P en fonction de N. C'est quoi PGCD de S et P? PGCD de S et P, c'est quoi? Nous avons déjà factorisé S. Nous allons faire juste une copie. PGCD de S et P. S, c'est quoi? S, c'est N facteur de N plus 3, d'accord, fois N moins 1, virgule, N moins 1 fois 2N plus 1. Nous l'avons déjà fait, d'accord? Donc, nous savons que si nous avons le PGCD de K avec les entiers, bien entendu, KA, KB, d'accord, si A, B et C, et A, B et K sont des entiers naturels, c'est-à-dire tous positifs, ça fait exactement K multiplié par PGCD de AB. C'est pour dire que si vous avez un facteur ici, qui se répète ici, on peut juste le sortir. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est exactement ce que nous avons ici. Nous avons N-1 qui se répète. Il est là et puis il est de ce côté-là. Donc, on va simplement dire que le PGCD dans ce cas, d'accord, ça c'est juste un rappel. On va simplement dire que le PGCD de tout ça, c'est en réalité N-1. Il est positif, bien entendu, parce que N est supérieur ou égal à 2 dans l'exercice. D'accord? Donc, N-1 est positif. Donc, tout ça, c'est égal à N-1 fois PGCD de quoi? De N, facteur de N plus 3, d'accord? 2N plus 1. Mais c'est quoi ce machin? Tout ceci, c'est quoi? C'est petit delta, c'est ça ici. C'est ça ici. D'accord? Donc, je l'écris simplement en disant que ça fait N-1 fois petit delta. On a démontré que ça, c'est égal à N-1 alors fois D. On l'a déjà démontré. D'accord? Donc, en réalité, le PGCD qu'on cherche, c'est exactement ça. Mais c'est quoi D? D, c'est en réalité le PGCD de quoi? De N plus 3 de N plus 3 et de 2N plus 1. D'accord? Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on peut dire que ceci, comme vous le savez déjà très bien, c'est exactement égal à, par rapport à la question numéro, disons, 3 et 2b, par exemple, cette question-là. D'accord? On peut montrer qu'en réalité, ceci, ça nous donne PGCD. PGCD de, si vous voulez, ça fait 5 et de N moins 2, à cause de la question là. D'accord? Ok. Maintenant, ça voudra dire que ceci, puisque nous savons que les valeurs possibles de D sont 1 ou 5, d'accord? Ça veut dire que le PGCD D là est égal à 5 si et seulement si N-2 est un multiple, d'accord, de 5. Vous voyez un peu? Donc, est égal à 1 sinon. D'accord? Parce que si le PGCD, si D est égal à ça, d'accord, ça voudra dire que ceci, or nous avons montré que les valeurs possibles de D sont 1 ou 5, d'accord? Donc ça veut dire que D est égal à 5 si et seulement si D, et si seulement si 5 est un diviseur de N moins 2. Je peux rappeler la formule rapidement, rappel.
PGCD de deux nombres est égal à l'un d'entre les deux avec les entiers naturels si et seulement si A est un diviseur de B. D'accord? C'est ça que j'ai copié ici. Donc, le PGCD est égal à 5 si et seulement si 5, d'accord, est un diviseur, c'est-à-dire que n-5 est un multiple, d'accord, de n-2 est un multiple de 5. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que le PGCD de S et P, d'accord, est égal à 5 si et seulement si, et est égal à, donc le D, je parle de D ici, il ne faut pas oublier, ceci. Le D est égal à 5, donc ça va être 5 facteurs de n, 5 facteurs de n-1, si et seulement si, d'accord, n est congru à 2 modulo 5, c'est-à-dire n-2 est un multiple de 5. Maintenant, PGCD de S et P est égal à n-1, d'accord, sinon, dans les autres cas. Vous voyez, donc ça, c'est le calcul du PGCD. Dernière question. Voilà, c'est magnifique. On dit maintenant de déterminer le PGCD de S et P si n est égal à 2016, d'accord, ou n est égal à 2020 et 2017. C'est trop magnifique. Donc, premièrement, n égale à 2016. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous savons qu'il faut d'abord regarder si le n-2 est divisible par un multiple de 5, nous allons faire la division euclidienne de 2016 par 5, par exemple. D'accord? Donc, nous allons voir si n-2 est un diviseur, est un multiple de 5. Donc, allons-y. 2016, d'accord, moins 2. Donc, 2016, d'accord, on divise par 5. D'accord, c'est un nombre absolu. Donc, ça fait 403, d'accord, fois 5, d'accord, plus 1. Donc ici, ça voudra dire que 2016 est congru à 1 modulo 5. En d'autres termes, le n dans ce cas est congru à 1 modulo 5. Donc nous sommes en quelque sorte dans ce cas, dans le second cas là. D'accord, ainsi, le PGCD de S et P, en réalité, c'est n-1. Vous voyez, j'applique juste la formule. Ça fait n-1. Et donc, ça nous donne exactement 2016, qui est n ici, moins 5, qui donne 2015. Waouh, c'est très beau. Maintenant, le dernier, c'est lorsque n est égal à 2017. Donc, ici, nous allons voir n-2, d'accord, est égal à quoi? Est égal à 2015. Voilà. Et on voit clairement que n est alors congru à 2 modulo 5. Parce que le dernier chiffre est 5. Par conséquent, le PGCD de S et de P est égal. Donc nous sommes dans le premier cas. Le premier, ça va être 5 fois 5 multiplié par n-1. Donc 5 facteurs de n. N c'est 2017 ici. Moins 1. Ce qui nous donne 5 fois 2016. C'est bon? Donc, je fais 5 multiplié par 2016 et j'obtiens 10 080. D'accord? Parfait. Donc, ça, c'est le PGCD de S et P. Dans le cas où nous prenons n égale à 2017. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.